chez les sœurs de Bethléem. Tu prévenais comment? Oui, qui loge chez les sœurs de Bethléem. Donc nous avons fait un certain nombre de démarches, c'est-à-dire qu'il a une carte maintenant officielle de réfugié. Mais il a un gros problème, d'abord parce qu'il a 3 membres de sa famille qui viennent d'être décapités, malheureusement. Il a son père, sa mère et sa sœur qui sont encore à la frontière du Liban. Et sa maman a besoin d'être opérée en urgence du cœur. Et on essaye de savoir comment peut-on faire pour faire passer sa maman au Liban et du Liban après en France avec un organisme officiel, Médecins sans frontières, Médecins du monde, quelque chose comme ça. Voilà. Je crois que la meilleure des solutions, c'est que vous m'envoyiez très rapidement demain le dossier à l'Assemblée nationale. Je vais essayer de voir avec les organismes médicaux, mais aussi avec l'État, le gouvernement, pour que je puisse agir très vite. D'accord, parce que nous avons un prêtre qui était à Saint-Honoré-des-Laux, qui est à 20 km simplement de là où habitent ses parents. Et lui, il essaye de les faire passer, mais il n'y arrive pas. C'est ce qu'on voudrait, c'est que sa maman vienne justement au Liban, pour que le Liban, elle puisse venir en France pour être opérée. On a beaucoup d'amis libanais, influents. Faites-moi passer le dossier demain. D'accord. Il a vu d'ailleurs samedi soir, Monseigneur Chafi. Merci beaucoup. Moi, je l'ai vu, je l'ai rencontré et j'essaie de... Prends le micro, Chafi. Moi, j'ai rencontré Joseph, c'est un vraiment bel homme, un mannequin, un beau, un Syrien, barbu, magnifique. Mais et j'essayais de lui dire, on va voir avec Monseigneur Golich. Vous voyez, mais je lui ai dit, bon, c'est surtout avec l'association de l'œuvre d'Orient, ou avec, voilà, qui peuvent aussi avancer les dossiers et de demander, voilà, de quelqu'un, soit de l'ambassade ou du consulat au Liban, là-bas, pour qu'il puisse avoir le visage. Mais moi, je suis un pauvre pêcheur, hein. Je n'ai pas tous les moyens comme Monseigneur. Mais en tout cas, voilà, il est là. Je crois de quel rite, quelle église, من أي كنيسة؟ مرمرون، لبنان يعني. مورنا، voilà, il est maronite. Donc voilà, يا أهلا وسهلا. Donc on fera tout ce qui est possible, mais vous voyez quand même, évidemment, tout à coup, les choses deviennent plus existentielles de voir comme ça un ami qui arrive de là-bas. Et devant des situations particulières, on est tous un peu à essayer de faire, Bernard, M. Caram, nous, d'Orient, etc., de faire ce que nous pouvons, mais nous nous rendons bien compte forcément des limites du système. Parce que vous voyez, il y a des chrétiens quand même qui ont déposé leur demande de visa. Puis bien sûr, inutile de vous dire que la bureaucratie française fait qu'il faut remplir plusieurs formulaires. Bon, il faut attendre, il y a un interrogatoire, on passe un interrogatoire pour savoir exactement qui on connaît en France, etc. On attend des mois et des mois. Et on espère ce visa, mais on ne l'a pas encore, on attend. Et tout d'un coup, on apprend qu'il y a des milliers de gens qui sont passés, excusez-moi, mais qui sont quand même passés en force, hein, pour venir chez nous. Voilà. Alors, évidemment, c'est malheureux, il faut les secourir, ça va de soi. Quand il y a ces familles, ces enfants, etc., bon, il faut les secourir, nous sommes sans doute tous d'accord, etc. En même temps, c'est quand même pas sans question, parce qu'à ce moment-là, les gens vont arrêter de jouer le jeu des demandes de visa. Ils disent, ben, s'il y a une autre solution, ben, on va jouer cette autre solution et on va mettre les gens devant le fait accompli. Donc, vous voyez, tout ça est quand même une question. Encore une fois, nous essayons au mieux de traiter tous les cas particuliers dont nous avons connaissance, mais en même temps, je ne peux pas laisser passer l'idée que finalement on peut s'en tirer comme ça. Il faut résoudre le problème en profondeur. Et donc que les gens aient autre chose qu'en perspective de quitter leur propre pays. Sans ça, nous ne nous en sortirons pas. Nous allons être submergés de demandes à la fois, qui vont nous bouleverser, parce qu'on ne pourra pas y répondre à toutes. Voilà. Et on va faire quoi avec tout cela ? Donc la solution en profondeur, il faut qu'on l'ait quand même en tête. Hein. On ne peut pas simplement s'imaginer qu'on a résolu le problème parce qu'on a réparti en Europe 129 000 réfugiés.
Et l'ONU? Que fait l'ONU, s'il vous plaît? Eh ben, c'est une bonne question. Que fait l'ONU? Que fait l'Union européenne, d'ailleurs? Hein? Que fait l'ONU? L'Union européenne, je peux vous dire, au Kurdistan, moi je suis allé presque tous les mois au Kurdistan irakien, je ne les ai pas beaucoup vus, les gens de l'Union européenne. Hein? Mais pour l'ONU, je passe... Il y a des questions aujourd'hui à l'ONU, en ce moment, Bernard, je pense que tu as des éléments de réponse. À l'ONU aujourd'hui, il y a une réunion aujourd'hui à l'ONU. L'ONU, c'est l'association d'un certain nombre de personnalités. Je ne voudrais pas ici faire de la politique, c'est pour ça que je vais en faire. Mais quand vous voyez que ce qu'a dit Monseigneur Goldini, ce qu'a dit Pascal et d'autres, il faut intervenir. Ce que dit même Hubert Védrine. Hubert Védrine était quand même ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Védrine, d'autres encore, disent il faut intervenir avec une coalition et c'est urgent. On entend à l'ONU, on peut intervenir à la condition que Bachar al-Assad s'en aille, il faut aller tuer les uns, tuer les autres. C'est incompréhensible, incompréhensible. Et l'ONU n'est qu'un réceptacle. C'est pas Ban Ki-moon, c'est pas qui que ce soit qui pourra prendre des décisions. Nous devons compter sur nous, c'est-à-dire la politique française. La politique européenne, la politique qui doit dire nous allons entraîner dans une coalition et ça serait notre fierté. L'Europe, Pascal, elle n'est pas très présente. Bonsoir. Ma question s'adresse aux deux élus et c'est à propos des réfugiés. Alors moi je suis surpris de l'attitude d'accueil de certains pays. Je connais un peu le Liban. Ils n'ont pas toujours rigolé avec les Syriens et n'empêche qu'ils en accueillent beaucoup. Sans aller aussi loin, à côté de chez nous, il y a les Allemands qui accueillent beaucoup de réfugiés. Comment est-ce que vous expliquez que la France, qui est quand même réputée pour être une terre d'accueil, soit maintenant crevillée sur elle-même et ne parle que d'accueillir quelques dizaines de milliers de réfugiés, alors qu'en Allemagne, ça va se compter par centaines de milliers. Bien sûr, il y a la raison démographique qu'on peut évoquer, mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser cette tendance que je trouve, en tant que Français, absolument désastreuse? Juste un mot avant de parler de l'ONU, parce qu'elle est importante et de l'accueil des réfugiés. Un mot sur les réfugiés, quand même. Il y a un dispositif qui existe, mais il n'existe que pour les chrétiens irakiens. Et ce dispositif a été remis en marche en août 2014 par le ministre Laurent Fabius en grande pompe. Nous étions là quand il a décidé de faire revivre le dispositif créé par Nicolas Sarkozy. C'est seulement 2000 chrétiens irakiens. Ils sont victimes de persécution. Le message de la France, c'est restez chez vous. Ils sont victimes de véritables génocides. Et on leur disait, mais pour venir en France, on veut que vous soyez, que vous ayez des parents, que vous ayez un accueil, que vous ayez des moyens, que vous puissiez être dans une situation particulière. Sur les Syriens, puisqu'on parlait du Syrien tout à l'heure, rien n'est prévu. Rien, aucun dispositif d'accueil n'a été prévu pour le Syrien. Et il y a un homme, pour ceux qui veulent avoir son nom, le préfet Brault, il y a un homme au ministère, enfin qui joue le rôle entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères et qui coordonne l'accueil des réfugiés syriens et irakiens, c'est le préfet Brault. On peut s'adresser à lui, mais on a très peu de chance pour les Syriens, mais on peut toujours essayer dans des cas de problèmes de santé. Revenons sur les réfugiés. Il y a une vraie question, la question qu'on doit se poser. Alors l'Allemagne effectivement a besoin de main d'œuvre, on le sait. C'est une économie qui aujourd'hui est florissante et elle a absolument besoin, compte tenu de sa démographie déclinante, elle a absolument besoin d'avoir des forces vives. Que fait l'Allemagne aujourd'hui? Elle adresse un message à des hommes et des femmes formés, des ingénieurs, des médecins, des professeurs, etc. Elle pille finalement les ressources de pays comme la Syrie ou l'Irak bientôt, des pays qui ont pendant des années formé ces gens, qui ont pendant des années contribué, et en payant sur le tronc commun, contribué à faire en sorte que ce soit une élite et qui vont manquer à ces pays. Est-ce qu'on a le droit
de favoriser une fuite des cerveaux? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'au nom des bons sentiments, on a le droit aujourd'hui d'accepter de laisser ces pays se paupériser et lorsque la paix sera revenue, être incapable de se reconstruire? Il y a une vraie question. L'accueil des réfugiés, c'est pas si simple, d'autant que ceux qui viennent ne sont pas tous des réfugiés. D'où ils sortent, certains d'entre eux? D'abord ceux qui sont venus par la mer. Ceux qui sont venus par la mer, et on a vu les embarcations qui chaviraient, c'est dramatique. Il faut savoir que 75%, 74%, c'était des hommes. 25% c'était des femmes et des enfants. Alors c'est des gens qui fuient la guerre. Je veux bien qu'ils fuient la guerre, mais ça veut dire qu'on laisse les femmes et les enfants faire la guerre et ce sont les hommes qui fuient. Il y a une incohérence, il y a des questions à se poser. L'autre question qu'on peut se poser, et c'est normal, est-ce qu'on n'affaiblit pas la résistance? Est-ce que, puisque les Kurdes mènent la guerre contre Daesh, et là le service est obligatoire, est-ce qu'il n'y a pas des Kurdes qui essaient d'échapper au service obligatoire? Est-ce qu'il n'y a pas des Syriens qui ne veulent pas combattre Daesh et qui essaient d'échapper aujourd'hui à l'enrôlement dans l'armée de Bachar al-Assad ou d'autres armées? Est-ce que ça ne va pas affaiblir ceux qui combattent contre le Daesh? Il faut aussi se poser ces questions-là. Et puis, est-ce que nous sommes capables? Pardon, il faut vous le dire, il y a 1 500 000 ou 600 000 réfugiés au Liban. Ils vivent dans des conditions dramatiques. Ils vivent dans des camps sans rien. Est-ce que la priorité, c'est pas de les aider à rester dans ces camps, de leur donner l'accès à la santé, de leur donner l'accès à l'éducation pour les enfants, à des baraquements dur? Est-ce que c'est pas d'aider le Liban? Les agences des Nations Unies ont divisé par 4 ou 5 les aides données aux réfugiés. C'est ça la vérité, c'est qu'on n'a plus rien, on n'a plus d'espoir de revenir sur son sol, et bien que l'Europe tend les bras, et bien on part en Europe. Les messages qui sont donnés en les accueillant sont des messages catastrophiques. C'est pas 1,5 million de réfugiés qui viendront, c'est 800 000 ou 1 million de Jordanie, c'est 2 millions de Turquie, ce sont les déplacés qui sont en Irak et en Syrie, c'est le million de réfugiés, le million de migrants qui sont aujourd'hui en Libye, ce sont des millions de personnes qui veulent venir en Occident et en Europe. Il faut les comprendre. Donc le message qui est effectivement humain, et moi-même je suis d'origine libanaise, j'ai un grand-père maronite, prêtre maronite. Nous sommes venus au 19e siècle, début 20e, en Guadeloupe. Et nous avons été accueillis, on avait fui la crise de la soie, les persécutions, etc. J'étais très heureux que la France nous accueille. Mais nous sommes dans une autre considération aujourd'hui. Les bons sentiments, parfois, ça peut poser problème. Et dernier point sur l'ONU, parce qu'il faut se dire quand même la vérité, l'ONU ne décidera rien. Tant que nous aurons une administration américaine avec un président qui a reçu un prix Nobel, qui a retiré ses armées d'Irak parce qu'il n'a pas l'intention de réengager. Il faut attendre une nouvelle administration américaine et peut-être nous aurons un leadership, parce qu'aujourd'hui la France ne joue pas ce rôle de leadership. Le rôle que Nicolas Sarkozy a pu jouer dans le passé, aujourd'hui c'est clair que ce n'est pas le cas. Il faut donc attendre que la solution vienne, peut-être, d'une nouvelle administration américaine.